L'extrait que vous allez voir est issu de la nouvelle émission d'actualité du média, L'actu, c'est vous. Du lundi au jeudi, de 13h à 14h, nous avons décidé de vous donner la parole. Citoyens, lanceurs d'alerte, journalistes, nous voulons construire cette émission avec vous. Concrètement, comment cela va se dérouler ? Nous ferons tous les jours des appels à témoins sur différents sujets qui font l'actualité. Et si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement partager votre opinion sur un sujet, il vous suffira de nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à rédaction@lemediatv.fr. Venez construire cette émission avec nous, car l'actu, c'est vous. À Châteauroux a lieu actuellement, depuis le début de la semaine, un procès hors norme. 19 personnes sont jugées pour maltraitance sur des enfants placés en famille d'accueil. Les faits se sont déroulés entre 2010 et 2017. Ce procès permet de révéler au grand jour une réalité qui existe et dont on parle peu. D'autres sujets dans l'actualité récente évoquent aussi les réseaux de prostitution dans lesquels se trouvent des jeunes femmes passées par l'aide sociale à l'enfance. Et fin septembre, ce sont les éducateurs et agents de l'ASE qui ont manifesté sur Paris pour alerter sur la difficulté de leur métier, le sous-effectif, des conditions de travail dégradées. C'est donc tout un secteur qui est dans la tourmente, tout un secteur qui est négligé, oublié. On parle de tout ça avec Claire Bourdi, fondatrice du collectif Enfantiste, la députée NFP Marine Maximi et Agnella Lamnoir, qui fait partie du comité de vigilance. Elle arrivera, elle, en cours d'émission, et nous aurons également le témoignage téléphonique de Mimi, une ancienne enfant placée. Première question, Claire. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le secteur est un secteur actuellement négligé, oublié même, j'ai l'impression, des pouvoirs publics et de l'État. J'ai l'impression que la protection de l'enfance est en ce moment, en tout cas, à bout de souffle. Selon vous, est-ce que le procès actuel qui a lieu à Châteauroux est symptomatique ou c'est un cas isolé ? Non, c'est sûr que c'est symptomatique. Ça met en lumière des problématiques qui sont là, des dysfonctionnements qui sont là depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années que des militants ou des anciens enfants placés le dénoncent, mais ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés. Et c'est vraiment, ça reflète la vision que la France a des enfants, de ses citoyennes et de ses citoyens, avec vraiment un déni vraiment majoritaire sur toutes les violences que ces enfants subissent parce qu'ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils n'ont pas de parents qui puissent les protéger. Derrière, c'est l'État qui est censé les protéger. Mais l'État ne les protège pas toujours. Et derrière, s'il n'y a ni les parents ni l'État, que reste-t-il ? Personne. Et donc ces enfants, ils sont il y a beaucoup d'enfants maltraités à l'aide sociale à l'enfance, comme dans les familles. Et c'est un vrai scandale. Et aujourd'hui, ce procès, j'espère du fond du cœur qu'il va mettre en lumière ces dysfonctionnements, mais au-delà de les mettre en lumière, que ces dysfonctionnements vont être pris en charge. Effectivement, on parle de l'État, on parle de ce que peuvent faire les pouvoirs publics. Et il se trouve qu'il y a des élus qui essayent aussi d'alerter sur cette situation. Nous sommes avec la députée NFP LFI Marine Maximi. Bonjour. Bonjour, Marianne Maximi. Marianne, pardon, excusez-moi. Bonjour. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Claire Bourdi. Vous faisiez partie de la commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que justement ce procès qui a lieu actuellement à Châteauroux va vous permettre à vous de faire avancer les choses, car on met tout d'un coup en lumière une réalité qui existe depuis des années ? Alors, ça peut, effectivement, ce procès il est extrêmement important. Par contre, il manque quand même beaucoup de responsables sur les bancs des accusés. Je voudrais quand même signaler qu'il n'y a aucun responsable de l'aide sociale à l'enfance ni des départements concernés. Et donc, ça montre quand même qu'on prend encore une fois qu'un bout de la difficulté. Il y a effectivement ce problème de famille d'accueil non agréée, mais qui a été responsable de cette situation ? Qui a orienté les enfants ? Là-dessus, il manque réellement un angle important au procès. Et cette commission d'enquête qui a eu lieu, qui a été arrêtée avec la dissolution, va reprendre. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un constat et on sait déjà l'état d'effondrement de la protection de l'enfance. Si quelqu'un le découvre, c'est qu'il ne suit pas l'actualité. Le problème maintenant, c'est quelles solutions nous voulons apporter. Moi, je suis effectivement parlementaire, mais avant d'être élue, j'étais éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Donc, j'ai vécu de l'intérieur ces dysfonctionnements, ce manque de moyens, ce mépris envers les enfants placés et leur histoire. Et donc maintenant,
c'est quelles solutions politiques nous allons pouvoir mettre sur la table et pouvoir améliorer très rapidement, parce qu'il y a une urgence. La protection de l'enfance s'effondre et elle entraîne avec elle des vies d'enfants. Il y a des décès dans la protection de l'enfance et on a besoin effectivement que ces procès, en tout cas, permettent à l'opinion publique de se saisir de ce qu'il se passe et soutiennent les propositions que vont faire les parlementaires. Effectivement, c'est plus de 400 000, on parle d'un chiffre de 400 000 enfants en France qui sont en danger, que vous parliez de décès, c'est 20 ans en moins d'espérance de vie pour des jeunes passés donc par l'aide sociale à l'enfance. Comment, vous étiez de l'autre côté, Madame Maximi, comment en fait on en est arrivé là et pourquoi ça perdure autant? J'imagine, comme vous le disiez à l'instant, il faudrait être aveugle pour ne pas savoir les difficultés de la protection à l'enfance, mais comment les différents gouvernements successifs n'ont pas réussi à trouver quelque chose pour enrayer ce schéma? Je pense que ça dit quelque chose de comment on considère ces enfants dans notre société. L'enfance en général, évidemment, les droits des enfants de manière assez généraliste, mais plus particulièrement les droits des enfants dont les familles sont dysfonctionnantes, défaillantes. Et ça dit quelque chose de très culturel sur la non-reconnaissance du droit des enfants aujourd'hui dans notre pays. Et ensuite, nous avons aussi un pays qui a choisi de décentraliser cette compétence, donc de la donner aux départements. Et chaque département s'organise à sa façon. Donc, il y a une véritable inégalité territoriale dans la protection de l'enfance. Et peu à peu, ça a permis à l'État de se désinvestir totalement. Et du coup, il n'y a personne qui vient contrôler en fait ce que font les départements. Il n'y a pas de contrôle réel. Les préfets ont abandonné ce pouvoir-là et ne viennent pas vérifier. Et c'est exactement ce que révèle le procès de Châteauroux, c'est que les départements font un peu ce qu'ils veulent. Alors, il y a des départements qui vont essayer d'y mettre des moyens, de chercher des solutions, et d'autres pour qui c'est une charge et un problème à résoudre plutôt qu'une cause à défendre, ces enfants-là. Donc, nous avons vraiment un pays qui a choisi un modèle qui met en difficulté les enfants placés, les professionnels qui les accompagnent. Et donc, il y a des propositions politiques à remettre sur la table. La place de l'État, moi, j'alerte sur le fait que nous sommes dans un véritable scandale national, un scandale d'État, de laisser autant d'enfants en danger et de ne pas agir, créer une véritable défiance vis-à-vis des services de protection de l'enfance dont nous avons vraiment besoin. Aujourd'hui, il y a besoin de suppléance parentale, il y a besoin de prendre en charge des enfants qui sont en danger, mais à ne rien faire et à laisser ce système s'effondrer, c'est de la défiance qui se crée et on a vraiment besoin d'alerter là-dessus parce que c'est des services qui sont essentiels pour protéger les enfants. Claire Bourdi, avec votre collectif enfantiste, comment vous faites justement pour aussi alerter? Quels sont les cas qui vous reviennent? Comment ça se passe pour votre collectif dans ce cadre-là? En fait, justement, on a créé le collectif parce qu'au sein de la société française, il y a un vrai problème sur les droits des enfants. Pourtant, on a des associations qui luttent depuis plusieurs années. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'est-ce qui manque en France pour faire évoluer les droits des enfants? Ce qui manque, c'est une société mobilisée derrière. Derrière le gouvernement, en fait, la société doit pousser le gouvernement à agir. Et aujourd'hui, la société civile, pour les enfants, ne s'unit pas, ne s'offusque pas de ce qui se passe. Et là, avec ce qui se passe, ce procès de l'aide sociale à l'enfance, en fait, on devrait tous dire que c'est inadmissible. On devrait tous se réunir dans la rue et dire stop, il faut agir. Et tant qu'il n'y a pas cette société-là, le gouvernement n'agira pas parce qu'il n'a pas de pression. Et donc le collectif enfantiste, ce qu'il fait, c'est qu'il va auprès de la société sensibiliser, avertir, et on demande à la société civile de se mobiliser avec nous. C'est pour ça que le samedi 16 novembre, on organise une mobilisation contre les violences faites aux enfants et aux ados. Et c'est une mobilisation qui est très importante et où vraiment on attend du monde. Parce que pour les enfants, il n'y a jamais eu de manifestation ou de mobilisation vraiment générale de la société et nationale. Et là, le samedi 16 novembre, partout en France, on sera dans la rue et on espère être rejoints parce qu'il faut faire pression sur le gouvernement. Il faut qu'on avance sur les droits des enfants et plus particulièrement sur la protection des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et justement, est-ce que ça passe aussi par entre guillemets, le recrutement des encadrants, que ce soit dans l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance? Et est-ce que sur ces questions-là, je vous pose d'abord la question, après je poserai la question à Madame la députée, il y a encore des choses à faire pour améliorer certainement l'encadrement de ces enfants?
Mais bien sûr, nous, on reçoit des témoignages au collectif Enfantis de professionnels qui ont quitté l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on parle aujourd'hui d'un problème de recrutement. Mais il faut savoir qu'il y a des professionnels qui démissionnent de l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils n'acceptent pas de maltraiter les enfants, ils n'acceptent pas d'être témoins de maltraitance, de conditions de travail qui sont inadmissibles et qui mettent les enfants en danger. Et nous, on a plein de professionnels qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, et qui nous disent ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Parce que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ce sont des professionnels qui s'engagent avec le cœur. Ils le font pour pouvoir aider les enfants et les protéger. Mais quand ils arrivent dans un secteur qui est totalement en faillite et qui permet des maltraitances, ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, ils s'en vont. Donc, il y a un problème de recrutement parce qu'il y a un problème de conditions de travail et d'acceptation de la maltraitance, du fait notamment des conditions de travail. Mais j'aimerais aussi dire que sur ce procès, les enfants victimes ont signalé à l'époque déjà des faits de violence. Seulement, l'ASE n'a pas réagi parce que ils auraient déclaré qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire de ces enfants parce que c'est des enfants qui sont difficiles. Mais en fait, ce ne sont pas des enfants difficiles, ce sont des enfants qui sont traumatisés parce qu'ils ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils ont vécu des choses dans leur famille qui les ont traumatisés. Et ces enfants, ils doivent être pris en charge au niveau du soin. Et donc, au-delà de l'aide sociale à l'enfance, j'aimerais dire aussi qu'en France, il y a une pénurie au niveau des pédopsychiatres, au niveau du soin de l'enfant. Et ça, c'est très grave parce que du coup, vous avez des enfants qui arrivent à l'aide sociale à l'enfance avec des éducateurs qui ne sont pas formés à prendre en charge psychologiquement des enfants traumatisés, qui ont vraiment besoin d'un suivi avec des gens formés en psychotrauma. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que l'aide sociale à l'enfance, il y a aussi le soin, le secteur de la santé qui est aussi en crise. Et en fait, si les institutions continuent à se dégrader, parce que c'est vraiment très inquiétant, notamment avec la baisse de budget de certaines institutions, ça va être de pire en pire. Et on va vraiment avoir de plus en plus d'enfants qui vont mourir à l'aide sociale à l'enfance, qui vont se suicider. Et ça, on ne peut pas accepter ça dans notre pays. Effectivement. Madame la députée, vous entendez ce que vient de dire Claire Bourdi. Est-ce que justement vous avez quelque chose à ajouter à tout ça? Car vous avez été, comme vous l'avez dit, de l'autre côté. Est-ce que vous avez donc constaté les manquements? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement soit mieux recruter, soit justement améliorer les conditions de travail des éducateurs qui sont pleins de bonne volonté, et également tout le secteur de la santé? Comment on peut faire? Il faut des moyens. Il faut des moyens. Là, il n'y a pas de miracle. Et c'est effectivement tout le contraire que nous prépare le gouvernement sur le budget en ce moment. Moi, je voudrais dire que je rejoins évidemment l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'il y a une perte de sens énorme dans ces métiers-là. On a beaucoup parlé de l'hôpital public et de la souffrance des personnels. Et ben, il faut se dire qu'à l'aide sociale à l'enfance et en protection de l'enfance, c'est la même difficulté. On a l'impression de rentrer chez soi en ayant fait mal son travail et même en étant devenu un outil de maltraitance supplémentaire pour ses enfants. Donc la question du sens, elle se résout aussi par un taux d'encadrement à la hauteur des besoins des enfants. Aujourd'hui, il n'y a rien qui dit dans la loi combien d'adultes doivent être présents auprès des enfants qu'on accompagne. Quand vous mettez vos enfants en périscolaire ou en colonie, il y a des décrets qui disent combien d'adultes il doit y avoir par combien d'enfants sont accompagnés. Ce n'est pas le cas en protection de l'enfance. Donc nous, on milite par exemple pour qu'il y ait un décret qui donne un taux d'encadrement et qui garantit des conditions d'accompagnement, donc de travail pour les professionnels. Il y a une autre question, c'est celle des salaires. Elle ne réglera pas le problème, mais ce sont des métiers, comme beaucoup de métiers féminins, on va dire, qui sont très mal rémunérés et très peu reconnus. Pendant le Covid, par exemple, on était tous en poste, on a tous travaillé et il a fallu qu'on se batte pour obtenir ce Ségur qui représente plutôt des miettes, mais parce que les salaires sont très bas. Et ça dit aussi de comment on considère les métiers du soin et de l'accompagnement, et donc comment on considère les publics que nous prenons en charge, donc les enfants. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, parce que le gouvernement nous dit qu'il y a une crise d'attractivité, mais elle ne vient pas de nulle part. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on recrute beaucoup de personnes qui ne sont pas formées et pas diplômées. Et ça, c'est dangereux aussi, parce que ce sont des métiers avec des compétences et des qualifications. Il y a des diplômes d'État qui devraient être la norme et l'obligation pour prendre le temps, le soin de ces enfants, et ça, c'est pas le cas. Et enfin, il y a une dernière chose que moi j'ai observée depuis que je suis parlementaire, c'est qu'il y a des lois qui ont été adoptées, notamment la loi Taquet de 2022, et le problème qu'on a, et ça concerne largement la question des droits des enfants, c'est que les lois qui les concernent sont des lois qui mettent beaucoup de temps à être appliquées. On a encore des décrets qui manquent en protection de l'enfance sur la loi de 2022. Je rappellerai juste que quand le gouvernement choisit d'enlever 2 années de retraite aux salariés de ce pays, le décret d'application est pris dans la nuit. Pour la loi Taquet, il a fallu attendre, par exemple, sur l'interdiction des placements en hôtel,
le suicide de Lily dans mon département, dans un hôtel du Puy-de-Dôme, pour qu'enfin il y ait un décret qui n'est absolument pas à la hauteur, mais qui est déjà un premier pas, soit publié 2 ans et un suicide en plus. C'est inacceptable. Et en fait, quand on regarde, c'est les lois qui concernent les droits des enfants qui sont souvent à la traîne au niveau de l'application. Donc on a aussi un gros changement à faire et une grosse pression sur le gouvernement pour donner les moyens, à la fois dans le budget évidemment, mais aussi dans l'application des textes qui sont votés par les parlementaires. Très bien. Aniela Lamenoir venait de nous rejoindre en plateau. Vous êtes chargée des relations extérieures du comité de vigilance. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, le comité de vigilance, sur tout ça, est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que vous faites exactement pour qu'on comprenne, pour que les téléspectateurs comprennent un peu votre travail? Oui, alors déjà pour avoir un peu une représentation de qu'est-ce qu'on est et qui on est tous passés, on est tous des anciens d'enfants placés. Je conserve et le comité conserve encore le terme d'enfants placés, même s'il y a des débats, notamment enfants protégés. Mais en l'état, c'est plus représentatif de dire enfants placés parce que c'est le cas et on le voit dans les drames, dans les parcours où il y a 4, 5 au minimum familles d'accueil. Donc on a tous eu un parcours dans la protection de l'enfance. On est à peu près plus de 300, du coup, partout dans la France, même en Outre-mer, on a des membres. Et malheureusement, on s'est créé et on a commencé à unir nos forces quand il y a eu cette commission d'enquête, en tout cas des bruits de commission d'enquête. On a vraiment travaillé, notamment avec les parlementaires tels que Madame Maximi, que je salue au passage. Et ça a été vraiment la volonté de se dire, en fait, si nous, on n'y va pas, personne ne va y aller. Et c'est terrible parce que la protection de l'enfance, si ce n'est pas les anciens qui viennent dire maintenant que moi je vais un petit peu mieux, maintenant que je suis plus ou moins stabilisée, je ne veux pas que ce soit la même chose pour les prochaines générations. Et comme on le voit, que ce soit de l'assistance publique, la DAS ou l'aide sociale à l'enfance maintenant, les mêmes erreurs, les mêmes défaillances systémiques se répètent. Je pense que le procès actuellement qui se passe au niveau du Nord est très parlant, puisque c'est des faits qu'on pouvait retrouver il y a 30 ans, 40 ans, des faits de violence, des faits d'humiliation. Le caractère de placement illégal est quand même assez inédit et assez choquant, parce qu'on est en 2024, encore une fois. Mais finalement, il n'y a pas eu tant de changements que ça. En effet, il y a des lois, mais les lois sont pas appliquées, ou en tout cas des décrets très longs. J'entendais tout à l'heure parler du taux d'encadrement, c'est quelque chose qu'on attend toujours. Et pourtant, derrière, les professionnels n'arrêtent pas d'alerter, que ce soit à travers les syndicats, que ce soit par exemple la CNAP qui fédère tous les acteurs de l'enfance. On alerte, on a des drames qui pourraient être évités, comme on a pu l'entendre avec Lily, mais c'est plein d'autres jeunes qui ont des noms, des histoires, des familles derrière. Je pense à Jess, à Nour, etc. Qui, par ce manque de considération, et c'est vraiment là notre action, ne sont pas protégés, voire sont exposés à du danger permanent, que ce soit des agressions par manque de professionnels. Et donc, derrière, on va avoir de l'intérim, et donc on va de moins en moins contrôler. Et donc, on peut avoir les chiffres sur les agressions sexuelles le montrent très bien. Les prédateurs vont dans les milieux. On a un milieu qui s'effondre, forcément, ça laisse place à des défaillances comme des violences sexistes et sexuelles. Vous parliez de l'encadrement. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, notre collègue Lisa Lapp a couvert une manifestation d'encadrants de la protection de l'enfance pour justement alerter sur leur situation. Et elle y a interrogé Kenny, un salarié dans un foyer d'accueil d'urgence, qui témoigne du manque de moyens entravant leur mission. Nous, on travaille dans un foyer d'accueil d'urgence, donc on accueille les enfants de manière inconditionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, on subit quasiment toute l'année du sureffectif, avec beaucoup d'enfants, avec un certain nombre de professionnels qui tournent, parce que l'équipe n'est pas au complète. Et on ne se sent pas valorisé dans notre travail, dans les décisions qu'on veut prendre pour les enfants, dans l'accompagnement qu'on fait. Et c'est aussi pour ça qu'on manifeste. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'état de l'accueil et de la protection de l'enfance, est-ce qu'on peut dire que les enfants sont en danger? Parce que je vous entendais chanter ça tout à l'heure. Oui, effectivement, on peut le voir un peu comme ça, dans la mesure où les conditions d'accueil, en tout cas nous qui sommes en foyer d'accueil d'urgence, quand on est en sureffectif, les conditions d'accueil, elles ne sont pas du tout comme il faut. Les chambres sont surchargées et le temps qu'on accorde aux enfants individuellement n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait faire si on était en effectif et professionnel et enfant, un peu similaire, où là, le travail serait beaucoup plus performant, c'est sûr.
Donc là, c'est assez édifiant, ça rejoint un peu ce que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Dans l'émission L'Actu, c'est vous, c'est une émission qui veut donner la parole en direct aux citoyens. Et donc, on a décidé là pour cette émission de donner la parole à Mimi, qui est une ancienne enfant placée et qui va nous raconter son histoire et ce qu'elle devient aujourd'hui et comment elle a réussi à remonter la pente et à trouver aujourd'hui une mission qui lui permet de pouvoir rendre l'appareil. C'est un peu ce que tu racontais, Anélia. Anélia, c'est ça, je ne me trompe pas? Anéla, pardon, excuse-moi. Donc, Mimi, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Cyril. Bonjour à tous. Peut-être un petit souci de téléphone. Est-ce qu'on peut me dire si on est en ligne avec Mimi? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous raconter ton histoire et de témoigner aujourd'hui dans l'émission L'Actu, c'est vous. Première question que j'ai envie de te poser, justement. Ton histoire, ton parcours, tu as été placé à l'âge de 4 ans, c'est ça? Oui. Donc, je t'en prie, de 4 ans à 21 ans. Et comment, dans quelle famille tu étais? Comment ça s'est passé pour toi, en fait? Alors, c'est difficile de synthétiser de 4 ans à 21 ans parce que je pourrais parler de ça pendant des heures parce que ça représente des heures et des jours et des années de vie dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc j'ai été placée à 4 ans. Au départ, c'était des familles d'accueil un peu à temps partiel. Puis du jour au lendemain, tu arrives dans un foyer où il y a des règles, des enfants, une perte d'intimité. C'est très différent du domicile. Il n'y a plus d'adultes qui te tapent, qui te frappent. Les odeurs sont différentes. Et tu grandis petit à petit. On parlait du terme tout à l'heure, enfant placé, mais je pourrais rajouter enfant placé et déplacé, où j'ai passé ma vie à être comme un objet qu'on met dans un colis et qu'on envoie à la logistique de Pétaouchnok en attendant les 18-21 ans. Et voilà, ensuite il s'est passé énormément d'incidents pendant mes différents placements, où j'ai encore des séquelles physiques aujourd'hui. Je suis en béquille pour l'anecdote. Et c'est excuse-moi, mais c'était quel type d'incident qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves en béquille? En fait, c'est quelque chose qui se passe aussi aujourd'hui encore pour d'autres enfants, c'est qu'on rentre chez nous le vendredi soir, on se fait éclater pendant le week-end et on retourne le dimanche soir. Là, en l'occurrence, c'était un accident à mon adolescence où je me suis retrouvée à me faire battre avec une batte de baseball, des bâtons, etc. Je suis arrivée au foyer, ce jour-là, il y avait une fête de départ et l'éducatrice qui était d'astreinte, c'était comme par hasard l'éducatrice qui me détestait, parce qu'il y a des éducateurs qui se donnent le droit de détester des enfants placés. Et finalement, elle n'a pas pris en compte que j'étais blessée. Je demandais d'appeler les urgences. Je voulais qu'on appelle les pompiers. J'avais très très mal. Et on m'a laissé plus de 6 jours avec ma jambe cassée dans mon lit au 3e étage. Et c'est une éducatrice qui est rentrée de vacances, qui est rentrée dans ma chambre, qui a crié mon prénom, « Oh, arrête ta comédie !» Et quand elle m'a vue, je crois que j'étais en train de mourir presque. J'ai failli être amputée. Et au final, j'ai encore aujourd'hui des séquelles de cette blessure à la jambe qui n'a pas été prise en charge. L'éducatrice en question, à l'époque, elle a eu rien du tout. Au final, elle a même réussi à me faire virer 1 an et demi plus tard. Et c'est des années plus tard, après avoir éconduit plusieurs adolescentes dans la même structure, qu'ils ont enfin pris la décision et qu'ils ont enfin remarqué qu'elle était défaillante et déconnante. Malgré les alertes des collègues, des uns et des autres. Et tu me racontais aussi que tu as avec les éducatrices, j'imagine qu'il y en a eu qui étaient des très bonnes éducatrices, des très bons éducateurs, oui. Mais tu as eu également, quand tu étais beaucoup plus jeune, vers l'âge de peut-être 10 ans, tu as raconté un peu ce que tu vivais chez toi à une éducatrice et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite qui t'a au contraire mis dans une situation plus compliquée qu'avant que tu lui dises? Elle a fait remonter l'information, c'est ce qu'on demande aux éducateurs. Ils ne peuvent pas tout garder pour eux, on n'est pas dans un secret personnel, ça reste des professionnels qui s'occupent d'enfants, donc je raconte tout ce qui se passe chez moi. Et ce qui se passe chez moi, c'est très très grave. Moi, mes week-ends, je les passais à brûler des couteaux pour découper du shit et le filmer et le peser.
où il y avait des élevages de chiens. J'étais très, 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 très violentée. Et en fait, ce jour-là, elle vérifiait si je m'étais bien savonnée après la douche et elle voit que mon corps est plein de bleu. Et elle craque, elle me prend dans un espace à part et c'est moi qui craque avec elle et qui lui raconte tout ce qui se passe. Elle fait remonter l'information et quand ma mère vient me chercher le vendredi pour le week-end, il y a la directrice qui vient, votre fille nous a dit ça. Et il me laisse repartir avec elle. Du coup, pendant ce week-end-là, elle m'a cassé un bras. Oh. Pendant l'altercation, j'ai mon chien qui est sorti de la chambre pour me défendre. Et le lendemain, j'ai retrouvé mon chien égorgé pour me punir. Et je suis rentrée le dimanche en foyer. Et cette éducatrice-là a démissionné et m'a retrouvée 16 ans plus tard sur les réseaux sociaux où elle s'est excusée et qu'elle a expliqué comment ça s'était passé. Parce qu'il faut savoir que quand je suis repartie en foyer, je suis passée d'une gamine super gentille qui dansait, qui voulait mettre des chouchous roses H24 et des chaussettes violettes, à une gamine qui écoutait plus de musique, qui était violente et qui voulait plus parler à aucun adulte. Une patate chaude, comme ils appellent dans le jargon, horrible. Donc effectivement, c'est une histoire très, très, très dure à entendre, mais je pense qu'il est important aussi que ça soit dit et raconté, parce qu'on a du mal parfois, quand on est un peu éloigné de ce monde-là, de la protection de l'enfance, de comprendre les réalités. Et je pense que ça peut que inciter des gens à prendre conscience de l'urgence qu'il y a à trouver des solutions pour améliorer le sort des enfants. Et aujourd'hui, justement, tu t'es relevé de tout ça et tu as décidé aussi de rendre l'appareil, de faire en sorte que d'autres enfants ne subissent pas tout ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Mimi, comme activité ? Alors, ce qui est important pour moi à dire, c'est qu'en fait, à cette période de ma vie, je me suis convertie à l'islam. Donc moi, finalement, avoir fait ce choix de conversion, ça m'a aussi protégée d'aller me suicider, protégée d'aller devenir une alcoolique, une droguée et surtout des réseaux de prostitution. Parce que les réseaux de prostitution, à mon époque, c'était waouh, une dinguerie. Et ça existe toujours, puisque maintenant, ça fait 10 ans que je suis éducatrice dans le cadre de la protection de l'enfance. D'ailleurs, j'aspire à m'orienter vers un master en ingénierie sociale, voire même un doctorat pour tenter de changer les choses autrement, puisque en étant éducatrice spécialisée de l'intérieur du système, j'ai pas réussi. J'ai l'impression que finalement, tout ce qui se passait il y a 20 ans, ça se passe encore aujourd'hui. À titre d'exemple, on est placé comme enfant, mais même si ton père, ta mère t'a peut-être violé, maltraité, il n'y a pas forcément de poursuite pénale, même avec la loi de 2022. Et donc tu es placé, mais il faut quand même les appeler pour les autorisations d'inscription à un sport. Pour moi, un manque de cohésion dans le système, il est complètement fracturé et déconnant à ce sujet-là. Et quand je vois le procès, moi, ça ne m'étonne pas, j'ai aucun choc. Moi, par exemple, mon mari, il est choqué de ce procès, de ce que dénoncent ces enfants-là. Mais moi, qui viens de ce système-là, c'est ce qu'ils dénoncent eux. Limite, il y a plus grave encore à dénoncer, en fait. Vraiment, on en vient où les enjeux, ils sont même plus que de l'ordre de la responsabilité institutionnelle. Et du coup, pour répondre à votre question, ça fait 10 ans que je suis éducatrice spécialisée, mais aussi humanitaire, où je me suis spécialisée en Cisjordanie et au Liban, d'ailleurs. Et voilà, ce dont je me rends compte aujourd'hui aussi, avec ces échanges en vous écoutant, c'est que moi, de mon point de vue d'humanitaire, au vu de la situation aujourd'hui, j'ai des attentes universelles au niveau des droits des enfants. La protection de l'enfance en France, elle a été créée en 1938, genre à une autre époque où ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, ça s'appelait encore Palestine carrément. Donc 86 ans plus tard, on est encore à parler presque timidement de la non-gestion des enfants placés. Ça veut dire qu'en fait déjà en France, les enfants sur le sol français, citoyens français, ne sont pas protégés. Et c'est vrai que du coup, je me dis mes attentes à titre universel, on en est encore loin presque. Donc voilà. En tout cas, merci. Tu restes avec nous, Mimi, mais je vais donner aussi la parole à nos invités en plateau. Est-ce que vous avez une réaction ou poursuivre la discussion par rapport à ce que vient de dire Mimi, Claire ? Oui, moi, j'aimerais dire, là, on entend un témoignage quand même qui est terrible et qui n'est pas unique. C'est quelque chose qui arrive malheureusement régulièrement.
Et là, on entend ce témoignage, ça nous touche, et puis après on oublie. Et puis après on continue sa vie. Vous voyez, après cette émission, tout le monde va continuer sa vie comme si de rien n'était. Et moi j'ai envie de dire, là vous avez entendu un témoignage, vous entendez le témoignage du procès. Ne restez pas comme ça à oublier, que ça ressorte de votre vie et continuer la vie comme si de rien n'était. En fait, à un moment donné, je pense que vraiment, il y a une responsabilité aussi sociétale et que les gens qui entendent ce témoignage ne peuvent plus se taire, ne peuvent plus être aveugles et il faut vraiment, vraiment, et j'insiste là-dessus, que la société se mobilise et chaque personne, chaque citoyen et citoyenne de France est responsable de tout ça, même s'il n'est pas directement l'agresseur. Il faut vraiment que le peuple français se réveille et fasse quelque chose pour tous ces enfants qui sont victimes de violences. Vous avez entendu ce témoignage. Comment on peut accepter ça ? Moi, je ne peux plus accepter ça, je ne peux plus dormir en pensant à ça. Je suis obligée d'être activiste dans un collectif et d'aller dans la rue parce que je pense à tous ces enfants tous les soirs et je me dis que ce n'est plus possible. Et vraiment, on attend de la société qu'après ce témoignage, elle vienne dans la rue le samedi 16 novembre parce qu'il faut dire stop. Je ne peux être que d'accord. Un grand merci pour le témoignage, parce que c'est pas facile de témoigner, même quand on a 40, 50, 60 ans, ça reste compliqué, c'est notre vie privée, il n'y a aucun autre endroit, et pour personne d'autre, on demanderait, bon alors comment s'est passé le divorce de tes parents, comment tu l'as vécu. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, justement, on essaye aussi de se protéger, on essaye de montrer nos parcours, nos vécus, tout en se protégeant. Il faut savoir que dans le comité, on est une grande majorité à avoir moins de 30 ans quand même. Donc on a notre vie à construire et notre enfance à reconstruire. Donc on est dans cette démarche vraiment à partir de ce vécu, on a aussi une expertise et une expérience. Et c'est pour ça qu'on s'est nommé comité de vigilance, parce que à partir de nos 2 ans, quand on connaît le juge pour enfants, quand on sait que chaque année, il faut aller le voir, quand on sait que chaque autorisation parentale, il faut penser à demander un double directement à l'enseignant pour le laisser au service, parce que la majorité des cas, les parents ne vont pas le renvoyer ou pas dans les délais, donc il faudra demander au juge une dérogation, etc. On est tellement dans un système spécifique que c'est important aussi d'arriver à se dire qu'on a cette expertise et aujourd'hui on veut aller au-delà des témoignages. Les témoignages sont super importants et merci encore, mais aujourd'hui la société ne veut pas voir. Les livres existent, ça fait des années qu'on parle de ces atrocités, de la prostitution, etc. Ce procès, oui, il n'est pas choquant, malheureusement, quand on est un petit peu attentif à la protection de l'enfance. Et pourtant, c'est quand même un procès qui est symbolique parce que il y a la quantité de victimes, il y a le fait d'avoir un placement totalement illégal, et puis il y a le fait qu'on a des humiliations qui aujourd'hui font un peu tiquer. Mais je rejoins le fait que dans 3 jours, malheureusement, il y aura d'autres drames. Il y a des conflits partout où les enfants sont en première victime. Et donc, il faut aussi aller au-delà, il faut se mobiliser parce qu'en plus, c'est un biais de se dire que c'est uniquement chez les voisins que ça se passe. La protection de l'enfance, tout le monde est concerné, tout le monde est touché. Un médecin, les soins en général, à l'hôpital, tous les corps médicaux vont être concernés. Une sage-femme, il faut savoir que si jamais elle prend en charge une personne qui va être victime d'inceste ou de violences sexuelles pendant son enfance, c'est à peu près 50% qui vont souffrir de dépression, de stress post-traumatique. Donc ça nécessite d'avoir une attention et de poser les termes. Est-ce que vous êtes consentante, etc. Donc en fait, c'est l'ensemble de la société qui a besoin de changer et de réellement prendre la problématique à bras-le-corps et de se dire qu'est-ce qu'on fait ? C'est mon camarade. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent aussi et qui nous disent moi je sais que ma tante a accueilli un peu parce qu'elle était instite, qu'elle avait vu que cet enfant avait personne, etc. En réalité, tout le monde a déjà été plus ou moins concerné directement par la protection de l'enfance et la parole aujourd'hui se libère. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit aux enfants, allez-y parler, il faut parler, c'est important. On a des dispositifs géniaux qui se mettent en place, comme les boîtes aux lettres papillons, qui a permis notamment à une petite fille de dénoncer les agressions et l'inceste subi par son grand-père. Mais derrière, si c'est pour se retrouver à nouveau dans des familles d'accueil qui sont dysfonctionnelles, dans des structures où les professionnels n'ont pas le temps, parce que
c'est vraiment notre position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul responsable, sinon ce serait trop simple. Les éducateurs sont mauvais, on enlève les éducateurs. Non, c'est bien plus nuancé, bien plus complexe, et on l'a vu à la manifestation, il y a une vraie détresse des professionnels, et du coup c'est un cercle vicieux. Les professionnels sont dégoûtés, sont en burn-out, récupèrent des traumatismes constamment, enfin c'est terrible d'entendre toutes ces histoires-là, plus les histoires des dysfonctionnements au sein même des structures. Donc il faut aussi avoir cette nuance et se dire que c'est un combat qu'on mène toutes et tous et que c'est pas un camp qui est gentil, un camp qui est méchant, parce que malheureusement c'est plus complexe et que derrière on a la responsabilité et on a des enfants chaque jour qui ont ce courage immense de parler, de témoigner, et donc c'est nous en tout cas pour ça qu'on revient dans ce système qui est pas facile parce que honnêtement, au vu de tous les témoignages, nous, la protection de l'enfance, si on peut ne plus en entendre parler dès qu'on y est sorti, honnêtement, c'est un plaisir. Mais en même temps, si personne ne le fait, ça ne change pas. Merci, Madame la députée. Est-ce que vous avez un mot à ajouter à tout ce que vous venez d'entendre, soit bien le témoignage de Mimi ou ce qui vient d'être dit en plateau ? Non, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, les témoignages sont terribles et en même temps précieux pour alerter et faire comprendre à l'opinion publique ce qui se joue. Mais une fois que c'est entendu, il faut qu'on puisse agir, et c'est ça la responsabilité que nous avons, nous en tant qu'élus, mais en tant que société. Moi, je voulais juste aussi un dernier mot, mais alerter sur un autre gros problème que nous avons, c'est le fait qu'il y a... alors, on a le procès de Châteauroux, mais on a aussi... au moins 3000 enfants qui patientent aujourd'hui au domicile de leurs parents, pourtant dont le juge a ordonné un placement, donc une mise en protection immédiate, et faute de place, nous avons un nombre de plus en plus important d'enfants qui restent au domicile des parents alors qu'ils sont victimes de violences, malgré une décision de justice qui est quand même assez, extrêmement grave. Et donc ça, c'est vraiment aussi un des sujets que normalement le ministre de la Justice devrait se saisir immédiatement, de le respect d'une décision de justice. Et pour le coup, nous n'avons jamais eu de réponse des différents gardes des Sceaux, donc ça, c'est vraiment inacceptable. Et une dernière chose, une alerte aussi sur l'extrême droite dans notre pays qui se veut comme un défenseur des enfants, mais qui se permet de trier quels enfants pourraient être protégés dans notre pays. Et moi, je fais référence aussi aux mineurs non accompagnés qui sont dans la protection de l'enfance et qui doivent être protégés, parce que la protection de l'enfance ne doit pas connaître de nationalité, elle doit prendre en charge tout enfant en danger. Et une alerte sur l'extrême droite qui cherche à diviser les droits des enfants. Nous avons ratifié la Convention internationale des droits des enfants, il est à nous de l'appliquer, de nous battre pour qu'elle soit appliquée, et être vigilant à une offensive quand même très grave qui arrive, qui est présente, mais qui est en train de se renforcer sur la question des droits des enfants. Merci beaucoup. Mimi, est-ce que tu es toujours avec nous en ligne ? Oui, je suis toujours là. Je vais te laisser le mot de la fin sur cette séquence. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ? Moi, je pense en tout cas, déjà, je voudrais vraiment remercier Madame Bourdi pour le collectif enfantiste, parce qu'en tant qu'enfant qui a été placé, aujourd'hui je suis une adulte qui suit depuis un moment ce qu'elle propose. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elle propose, c'est plus un besoin étatique, mais une urgence nationale, parce qu'il faut sauver la peau des futurs citoyens français. Et on en est là. Et j'espère que le 16 novembre, il y aura du monde, qu'ils ont une stratégie de communication que vous allez bien leur recommander pour qu'il y ait un maximum de monde. Et j'ai l'air d'en parler peut-être assez facilement avec du recul. J'ai 30 ans, je suis mariée, 2 enfants. Ça se passe très bien, j'ai retrouvé de la stabilité, mais malgré toute la résilience et toute la bonne volonté, la soif de justice, pas de vengeance, mais de justice, elle reste quand même importante. Et je pense que peut-être quand le système aura accepté de changer, qu'il y aura du pénal pour tous les parents qui agressent ou autres des enfants, on pourra peut-être vivre en paix plus tard, nous, les anciens enfants. Et on est beaucoup qui n'avons jamais parlé. Moi, j'ai jamais vraiment parlé de ça. Pourquoi ? Parce que la phrase qu'on se dit peut-être un peu tous, c'est qui va nous croire ? Et je vais finir sur ça. Merci beaucoup Mimi. Merci Claire Bourdi. Je rappelle, vous êtes activiste et fondatrice du collectif enfantiste. Merci Anélia Lamenoir. Je rappelle, vous êtes chargée des relations extérieures du comité de vigilance. Et merci à vous, Madame la députée Maxini. Vous êtes députée du Puy-de-Dôme, LFI, NFP.